Hey, alors déjà désolée pour la luminosité, hein, comme j'avais déjà dit, ma luminosité dépend du soleil de dehors et comme là il est 18h et que ces derniers temps il fait nuit très tôt, c'est-à-dire vers 14h, c'est difficile d'avoir du contenu de qualité. Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, j'espère que ce vlog lecture sera mené à terme et sera publié parce que j'ai commencé plusieurs vlogs lecture et à chaque fois j'abandonne parce que j'ai la flemme ou le livre ne me plaît pas autant. Ici ça va être un vlog lecture sur une saga entière. Je suis allée le récupérer tout à l'heure. Oui, j'ai commandé sur Amazon. Alors déjà parce que c'est des livres en anglais, du coup ça se trouve pas forcément en librairie. Et j'aurais pu commander dans ma librairie internationale où je commande tous mes livres en anglais. Sauf que en fait la dernière fois où je suis allée commander, je dois attendre jusqu'à décembre pour pouvoir recevoir le livre. Et du coup j'avais peur que si j'avais recommandé, et ben en fait elle me fasse encore attendre. Et c'est pas du tout sa faute, hein, vraiment, genre je vais quand même continuer à commander là-bas. Mais c'est juste que là à ce moment-là j'étais trop dans la patience de dévorer cette saga et en finir une bonne fois pour toutes en quelque sorte. Et le comble c'est que normalement je devais le recevoir samedi dernier, là on est mardi quel jour? Mardi 22 novembre, je devais le recevoir samedi, sauf que le colis il a été retardé pour je sais pas quelle raison et du coup j'étais en mode ok d'accord, ça doit être le karma parce que je commande chez le grand méchant et c'est le karma qui m'a un peu fouetté les fesses. On va ouvrir ça et en fait j'ai peur qu'il soit abîmé ou quoi. Normalement il y a les 3 tomes et par contre les couvertures sont trop moches, ils auraient pu faire un effort. Moi j'aime bien quand même la texture. Ok, alors il s'agit de la saga qui s'appelle All for the Game de Nora Sakavic et du coup là sa trilogie, je crois qu'il y a un tome bonus mais bon on verra plus tard. Là c'est le premier tome, le Foxhole Court, The Raven King et The Kingsman. Alors pour la story time, j'ai déjà lu The Foxhole Court en français, j'avais pioché sur El Famoso site illégal qui fait pour télécharger, sauf qu'elle a été bloquée, sauf que je crois qu'ils ont réussi à le remettre, je sais plus, bref. En tout cas j'ai déjà lu le tome 1 la semaine dernière et en fait le tome 1 m'a donné envie de lire la suite et là en fait pour ce vlog je vais relire le tome 1 pour pouvoir l'annoter. Déjà j'aime pas les couvertures parce que c'est hyper simple, enfin je sais pas, on dirait un montage que j'ai fait moi-même sur Word, tu vois, enfin, et je suis mauvaise en montage. J'ai essayé de trouver des autres éditions mais y a pas. Si, il y en a un mais c'est en polonais je crois et c'est trop beau, la couverture est trop belle. Bref, pour l'histoire en gros on suit un protagoniste qui semble un peu en danger, enfin on sait qu'il cache son identité, qu'il fuit sa famille, voilà, qu'il essaie vraiment de garder le secret de son identité et tout, et par un concours de circonstances il va se retrouver à intégrer une équipe d'un sport qui est inventé spécialement pour cette saga qui s'appelle... Comment ça s'appelle le sport? Bref, un sport quoi. Et là-bas en fait il va rencontrer mais aussi revoir des gens qui le ramènent à son passé. C'est une histoire qui est entre sport et mafia, c'est très bizarre mais c'est pas si désagréable pour autant. Je trouve que on s'y prête quand même bien au jeu. Alors moi grosso modo pour mon avis global du tome 1 déjà, j'ai trouvé que la plume a été très brouillonne, parfois le rythme était saccadé, que c'était très maladroit, que c'était rushé par moments, enfin vraiment parfois je sais même pas de quel personnage on parlait. Même les personnages, enfin je trouve qu'il manquait un truc ou quoi. Pourquoi j'ai quand même acheté parce que je trouvais qu'il y avait quand même du potentiel au niveau notamment des personnages qui sont assez gris. On a une dynamique au sein de l'équipe qui est vraiment tordue psychologiquement. Tu sens que c'est un peu comme un truc de found family qui sont des potes et tout, mais ça reste tordu et assez glauque parfois. Du coup ça m'a plutôt intriguée. Et aussi j'avais vu un peu des critiques qui disaient que oui ok c'est une romance MM aussi, mais c'est vraiment pas que ça en fait. On suit surtout comment les personnages ils essaient de se reconstruire, comment ils font face à leur trauma, notamment au niveau du héros. Enfin j'ai quand même bien aimé sa psychologie dans ce tome 1. Apparemment les 2 autres tomes on se plonge vraiment dans l'univers de la mafia et c'est beaucoup plus violent que le tome 1. Au niveau du sport aussi, à la fin t'as un match et j'étais grave prise dedans en fait. J'avais commencé à lire le match avant d'aller en cours et du coup j'ai dû interrompre au milieu du match pour aller en cours et c'était tellement frustrant, enfin vraiment ça faisait longtemps en fait que j'étais pas prise autant dans un livre au point de vouloir, je sais pas, sécher les peaux pour le finir. Bah c'est parti, nous verrons bien. Hey, je vous reprends plus tard, il est la nuit à peu près, la soirée bref, et je n'ai pas encore commencé mais je voulais parler de la lecture que je viens de finir, enfin ma relecture. Les Archives de Rochard, le tome 1, en fait je me suis donné l'objectif de tout relire les tomes parce qu'il y a le tome Rythme de guerre qui est le tome
8 je crois, ou 9 je sais plus, ou 7 je sais plus vraiment, qui sort en poche en février 2023 je crois, et du coup bah je vais les acheter et d'ici là je vais essayer de me replonger dans l'univers qui est hyper dense, enfin vraiment c'est ma saga de fantasy préférée, mais je saurais pas du tout l'expliquer. Bref, on n'est pas là pour ça, c'est pas le vlog. J'ai relu aussi pour pouvoir l'annoter correctement, je sais pas si vous voyez. Et en fait moi quand j'annote, bah du coup je mets des post-it transparents, ces post-it là tu vois, là, et je surligne en même temps, voilà, et je prends des notes aussi, je prends des notes et tout, j'ai vraiment la totale tu vois, du coup si ça traumatise des gens bah tant pis pour vous. Voilà. Et je vais faire ça avec ça parce que c'est un peu trop blanc, du coup j'ai hâte d'annoter et de mettre de la couleur. Je sais pas trop encore le code couleur, je verrai quand je vais commencer. Et voilà, est-ce que cette séquence a servi à quelque chose, je sais pas, mais voilà, j'adore les annotations et j'ai trop hâte. Les gars, j'ai commis la plus grosse bourde quand tu utilises tes surligneurs. Je me suis trompée de couleur. Super. Bah, vous allez voir en direct comment je vais repasser de façon hyper dégueulasse en vert. Si vous craignez, et bah passez, parce que je sais que ça peut être hyper dur à voir. Mais je suis désolée, je suis une sadique. Ah, c'est dégueulasse. En plus en tenant la caméra, c'est... Oh. Ça va, non? Je sais pas. Si, ça va, franchement. Morale de l'histoire, quand tu fais des erreurs, tu peux les réparer en repassant dessus et faire comme si de rien n'était, même si on voit quand même qu'il y a eu l'erreur. Qu'est-ce que je raconte? Et du coup, ouais, j'ai commencé à noter. Et oui, j'écris beaucoup. Voilà. Et j'aime beaucoup la psychologie du héros, c'est très attachant parce que il est en fuite, en gros, il vient de perdre sa mère et en fait tu sens vraiment sa solitude et son besoin, son désir ardent de se rattacher à quelque chose, d'avoir des attaches familiers au point que parfois il veut laisser un peu son espèce de vagabondage, son espèce de fuite pour rester comme il est, pour garder son identité, mais il sait qu'il doit changer parce que sinon son père le retrouve et le zigouille. Dès le début, ça te met déjà dans l'ambiance et tu te dis déjà ok, ces personnages, il y a un truc qui va pas, parce qu'en gros du coup il y a un coach qui vient essayer de recruter le héros, Neil, au sport, le Exi, je crois que ça s'appelle. Putain, le pote, je me rappelle jamais. Il s'appelle Exi. Neil, il veut pas parce qu'il se dit, bah, je peux pas intégrer une équipe, surtout pour un contrat de 5 ans et tout, parce que bah, je vais bientôt changer d'identité, je vais bientôt fuir. Et du coup, il refuse et essaie de partir, de s'enfuir parce que le coach est insistant. Et du coup, il part. Et là, il y a quelqu'un qui l'arrête avec une espèce de... C'est quoi une raquette? Une batte de baseball peut-être? Je sais pas trop. En tout cas, ça fait mal parce qu'il le fout dans le poumon, en tout cas dans le thorax peut-être. Et du coup, bah, ça fait hyper mal et t'es en mode ok, d'accord. Et après, t'as le coach qui arrive et dit mais arrête, ça, c'est dangereux. Et t'as le coupable qui est en mode non mais c'est bon, sinon elle allait jamais s'arrêter de courir, au moins ça a marché quoi, il s'est arrêté. Et t'as en mode ok d'accord, enchanté. Andrew. Bref, ça annonce bien. Hey, alors on est le vendredi 25 novembre, donc quelques jours plus tard. Je suis arrivée à la moitié, un peu plus de la moitié du premier tome. Déjà je regrette pas pour l'instant d'avoir acheté la saga. Ça confirme mon impression pour l'instant que y a un potentiel pour que j'accroche vraiment et que je sois vraiment immergée. Relire le premier tome, ça me permet de faire plus attention aux détails, d'être plus touchée par les personnages, d'approfondir mon immersion dans l'univers et surtout mon implication, les points que j'aime beaucoup. Alors déjà pour la plume qui est brouillonne et tout, comme c'est en anglais, je pense que je le remarque beaucoup moins. Ça me perturbe beaucoup moins qu'en français. Pour les annotations, alors j'en ai fait déjà pas mal, hein. Oui voilà. Alors voilà, j'ai mon code couleur. En gros, j'ai fait un code couleur pour genre l'orange, c'est concernant le personnage principal, Neil. Le vert, c'est pour le développement des autres personnages. Le rouge, c'est pour les relations. Le jaune, c'est pour les réflexions. Enfin, je sais même pas quel genre de réflexion. Il y a le bleu, le moment marquant. Et le violet, c'est concernant le sport, parce que voilà, du coup comme j'ai dit c'était un truc autour du sport. J'ai pas mal de choses à dire déjà sur ces points, sur ces différents points. Alors déjà au niveau du personnage de Neil, c'est un héros auquel tu t'attaches, t'as envie de le protéger, genre en fait c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul et qui s'efforce de se barricader dans cette solitude-là parce que en fait il y a tous ces traumas en fait qui le poursuivent encore, genre au sens littéral, parce qu'il est en fuite, en fait il fuit en gros son père qui est
un chef dans la mafia, dans cette espèce de mafia. Sa mère avec Neil en fait ils se sont enfuis et sa mère est morte et du coup Neil il est le seul encore en fuite et du coup il essaie de cacher son identité et du coup il n'arrive pas à se poser en fait, à mener une existence vraiment concrète parce qu'à chaque fois il change d'identité et c'est quelque chose qui le blesse profondément en fait, mais en fait il se dit que ça peut pas être autrement parce qu'il peut pas être sauvé en fait, on ne peut pas laisser les autres se rapprocher de lui parce que s'ils se rapprochent de lui bah ils vont voir à quel point il est détruit. En parallèle de ça t'as quand même son désir mais tellement ardent de se sentir exister, d'avoir une existence concrète, de pouvoir se projeter dans l'avenir, dans un avenir normal tu vois, où il va à l'université, il se fait des potes et il se sent accepté surtout et c'est quelque chose qui est très fort parce que genre t'as vraiment des parallèles entre avant quand il était un peu comme comment dire, comme quelqu'un qui venait squatter et maintenant où on fait acte de sa présence et qu'on l'accepte officiellement sa présence. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir mais je veux pas trop spoiler, pas trop entrer dans les détails pour voler sa surprise mais en gros c'est ça et c'est des moments qui me touchent particulièrement. Tout ça en fait ça va être reflété à travers sa relation avec les personnages. Pour les personnages, alors déjà il y a beaucoup de post-it rouges du coup pour les relations. Je voudrais mentionner sa relation avec le coach, l'équipe qu'il mène, l'équipe dans laquelle Neil est intégré, c'est une équipe avec des cas sociaux, tu vois, des gens à problème qui ont un parcours assez atypique en tant que jeunes, en tant qu'individus dans la société et du coup qui sont rejetés, qui sont marginalisés par la société et en fait lui il recrute ce genre de personnes pour faire une équipe. Il utilise le sport pour quand même essayer de donner une seconde chance ou une troisième ou quatrième chance, en tout cas comme il dit, une chance en plus que ce que la société voudrait accorder aux jeunes. Tu connais pas trop, tu sais pas pourquoi il fait ça, peut-être dû à sa propre backstory et tout, je sais pas. Et en fait avec Neil, c'est très tendu pour Neil parce que il dit que le coach lui fait penser à son père parce qu'ils ont le même âge en fait et du coup il est très méfiant envers les gens de cet âge-là. Enfin tu sens à quel point en fait ces traumas ils sont vraiment profonds. Le coach, genre il voit que Neil il est très distant, très renfermé et tout. Et il y a des moments qui peuvent être subtils, qui sont bien faits pour montrer qu'il respecte les limites de Neil et essaye de pas le brusquer. Il est hyper patient. Et en fait, ce que j'adore surtout, c'est que c'est vraiment genre le mec grognon, grincheux, tu vois, vraiment le mec bourru. Mais du coup, son affection, c'est délivré de façon maladroite et il essaie de rassurer Neil, mais de façon maladroite, mais c'est sincère. Et ça, c'est le genre de relation familiale que j'adore le plus, vraiment. J'espère vraiment que Neil par la suite il va se sentir de plus en plus accepté et qu'il va s'ouvrir un peu plus, tu vois, qu'il sera plus détendu avec lui, plus naturel. À travers des actions, il lui fait se sentir accepté et appartenir à une communauté, même si cette communauté, tu vois, elle est assez dysfonctionnelle. Il lui donne des clés et tout. La clé, pour moi, c'est le symbole pour montrer à Neil que tu es accepté ici, en fait, que tu as le droit d'être ici à n'importe quel moment de ta journée et tout, et que voilà, ce sera pas choquant de te voir et que même on t'y attend, quoi. Bref. Ensuite, avec les autres personnages, du coup, avec ses nouveaux coéquipiers, c'est très compliqué parce que il y en a un, le deuxième protagoniste en quelque sorte, et même l'antagoniste, en tout cas, bon, il va avoir une romance MM entre deux. Andrew, je pense qu'il a des problèmes mentaux, en tout cas il prend beaucoup de médicaments, mais je crois que c'est ça, il a une maladie mentale. Il est imprévisible et il mène tout le monde à la baguette. Il y a tout le monde qui cède à ses caprices, même si c'est faire du mal aux autres, et c'est très tordu, en même temps il est mystérieux, tu sens qu'il y a quand même un truc, mais il est tellement opaque, je sais pas, il y a une certaine nuance en lui, mais c'est encore à creuser, c'est pas creusé encore dans ce tome-là, enfin si, un peu à certains moments, mais c'est bien parce que du coup il est très mystérieux, tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. Il y a aussi Kevin qui est un ami d'enfance de Neil, mais Kevin il se rappelle pas de Neil, mais Neil se rappelle de lui, et en gros il y a un fort parallèle à faire entre Kevin et Neil, et c'est super intéressant en fait parce que en gros Neil, comme j'ai dit, dû à son passé, voilà, il se retire et est enfermé, alors que Kevin il possède tout ce que Neil n'a pas, genre il appartient à une communauté, il est accepté, on l'aide et tout, on l'accepte pour comme il est. Du coup tu sens que Neil en fait il va projeter ses désirs de revanche sur son destin, sur son passé, sur Kevin en fait, tu vois, parce qu'il se dit si moi j'arrive pas à me libérer de mon fardeau, à me libérer de ma cage imposée par mon passé traumatique, Kevin lui il est sur la bonne voie, du coup peut-être qu'il va pouvoir le faire à ma place. Eux deux, ils essayent en fait de se délivrer de l'emprise d'une autorité toxique extérieure qui essaye d'imposer sur eux leur propre but et les façonner comme des poupées, tu vois. Et du coup ça rebondit sur le thème du sport, parce que le sport en fait
pour Kevin par exemple c'est un moyen de se réapproprier son identité, de se forger sa propre personne, et en fait en même temps ça se répercute sur sa relation, sa dynamique avec les autres coéquipiers, parce qu'il est en mode je suis le centre de tout, je suis le plus fort, du coup vous allez jouer pour moi, genre pas pour vous mais parce que vous êtes trop nus, mais votre potentiel vous allez l'exploiter pour moi. Je me dis qu'il fait ça parce qu'il veut vraiment s'accrocher à ce but, et parce que le sport en fait pour les gens, pour ces personnages-là, ça dépend de qui et tout, mais t'as l'impression que c'est quelque chose qui les maintient en vie. Déjà pour Neil, c'est quelque chose, enfin c'est sa seule passion en fait, tu vois, dans la vie. Parce qu'en dehors de ça, bah, il est toujours en train de fuir, il a rien, il a aucun plaisir. Et du coup, d'un côté, c'est pur parce que tu le vois à quel point il est attaché au sport et à quel point sa passion du sport surpasse même son désir de survie, parce que s'il se met en avant dans le sport, il va passer à la télé, du coup il va peut-être se faire remarquer alors que bah, c'est contraire à son but initial, mais en fait il aime tellement le sport, il veut tellement genre appartenir à une équipe, sentir les vibes de compétition, des matchs et tout, qu'en fait il se laisse porter par ça, et c'est pour ça qu'il accepte aussi d'être dans l'équipe. Pour Andrew c'est... en fait il dit que le sport c'est chiant, mais que c'est moins chiant que de vivre. Du coup t'es en mode ok, mais en fait tu sens vraiment que le sport c'est un moteur pour leur évolution personnelle, leur évolution dans la vie en tant qu'individu détaché du sport, et du coup ça va être assez intéressant de voir comment ils évoluent dans l'équipe. Mais en même temps j'ai l'impression que le sport qui s'appelle l'Exi, c'est comme une cage, parce que du coup en fait c'est comme la seule issue possible pour atteindre une sorte d'apaisement, de bonheur, mais du coup ils connaissent rien d'autre que ça. Et pour moi j'ai l'impression que c'est un peu comme tu sais, une relation toxique où t'as que ça qui te maintient en vie, et si tu le lâches, si tu l'as plus, bah tu te sens mort. Mes hypothèses c'est que les relations amicales, familiales et tout, ça va égaler leur amour pour le sport peut-être, tu vois, et que si par exemple ils perdent le sport, bah ils ont au moins des attaches qui peuvent les maintenir à flot. Est-ce que ça se dit à flot? Je sais pas. Leurs relations, elles sont assez tordues, c'est très conflictuel, c'est très hostile, c'est... Je sais pas, tu vois, c'est très... moralement moins, ça veut rien dire. Genre, il y a des moments de rapprochement forcé, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est... Voilà, en fait, tu sens que leurs actions, elles sont vraiment très très discutables. Mais ça change, j'imagine, c'est intriguant. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel pour le trope de Found Family, les amitiés aussi, qui est assez intéressant, et j'ai hâte de voir la suite, comment tout ça va se passer. Voilà, du coup j'apprécie nettement plus cette deuxième lecture que ma première lecture, même si la première lecture je me suis quand même bien amusée, hein, et du coup voilà. Hey, on est le lendemain, on est le 26 novembre, le samedi, et hier soir j'ai dévoré et j'ai fini le tome 1 de Foxhole Court. Je vais revenir un peu sur la fin. J'aime beaucoup la fin parce qu'il se passe deux choses majeures, enfin trois choses. Enfin, la troisième chose c'est une tragédie, mais on s'en fout un peu. Bref, déjà on a un match. J'ai été tellement happée quand je l'ai lu pour la première fois que je voulais plus le lâcher, et je m'attendais pas parce que vraiment genre j'étais entrée dans le truc avec plein de préjugés en mode ouais c'est qu'une romance MM, enfin voilà tout le délire mafia, sport c'est juste pour servir le fantasme de la romance MM. Désolée, j'avais tous ces préjugés là, je sais pas pourquoi, mais vu avec tous les trucs toxiques, tous les trucs cringe un peu qui sortent au niveau de la romance, j'appréhende toujours un petit peu avant de commencer ça. Tu sens que l'autrice elle prend quand même au sérieux le sport. Déjà tu vois, comme j'avais dit, le sport qui est reflété dans la vie des gens. Dans le match, tu sens que comme c'est une équipe dysfonctionnelle parce que il y a beaucoup de tensions entre plusieurs personnages, ils se battent parfois, tu vois, ils en viennent aux mains, du coup tu te dis ok c'est mal parti, mais en fait une fois qu'ils sont sur le terrain, c'est pas tout rose, tu vois, genre il y a quand même des tensions entre eux, mais en fait ça dit qu'ils détestent encore plus l'équipe adverse, et du coup ils finissent par travailler ensemble. En fait c'est des relations dysfonctionnelles, mais ils arrivent quand même à créer une certaine cohésion
pour travailler ensemble. Et en fait c'est pas niais non plus, tu vois, c'est nuancé en mode tu sens qu'ils s'aiment pas, mais je trouve que ça rend encore plus touchant les moments où ils s'entraident sur le terrain, tu vois, parce que par exemple t'as deux personnages qui s'aiment pas et après ils se font la passe ou ils se protègent en quelque sorte parce que l'autre équipe est super violente. Peut-être que par la suite ils vont s'attacher, ils vont apprendre à plus s'attacher entre eux. Je sais pas si je suis trop niaise, si je suis trop naïve de penser comme ça, mais ça m'a donné espoir. Et puis vraiment il y avait des moments trop badass, enfin genre Nail du coup c'est son premier match et il y avait des moves et tout, c'était trop bien, enfin, c'était trop badass. Et ensuite t'as une sorte de retrouvailles entre deux personnages et en fait ça ravive des traumas d'un des personnages et l'autre c'est un antagoniste. Nail il assiste à tout ça, la situation le renvoie à ses propres traumas à lui et du coup genre il est hyper actif et en fait il est hyper suicidaire en quelque sorte, mais c'est hyper actif et t'es en mode waouh, ok, d'accord, t'es badass, franchement, je t'aime bien. Voilà. Encore une fois, tu sens aussi les dynamiques qui commencent à évoluer et les personnages qui commencent à s'approfondir. Du coup, c'est cool. Et puis à la fin, t'as une sorte de tragédie, mais en vrai, on s'en fout un peu. Enfin, moi, je m'en foutais pas un peu parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de potentiel, mais le potentiel a été gâché par la tragédie. Nail et Andrew, leur dynamique elle commence à évoluer, à prendre plus en profondeur parce que Andrew c'est quelqu'un, il est très mystérieux, mais t'as l'impression que en fait il est assez fort pour offrir une protection, enfin marchander une protection pour Nail comme il a fait avec Kevin, tu vois, face à ses traumas, face à sa situation. Au niveau des autres personnages aussi j'aime bien parce que il y a, comment il s'appelle, il y a des capitaines, il y a genre la capitaine fille. Ah oui c'est bien parce que aussi le sport en fait c'est mixte du coup et t'as aussi des filles, t'as la capitaine Dan et le capitaine Matt, genre c'est un peu comme les grands frères et la grande sœur, tu vois, ils prennent beaucoup soin ils se préoccupent beaucoup de Nail et tout, du coup voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis aussi les adultes aussi, t'as le coach, la psy et l'infirmière, enfin je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment un bon rôle et j'espère que ça va être exploité par la suite. Et du coup ce matin j'ai commencé le tome 2 The Raven King. Alors je préfère la couverture déjà à la couverture comme ça, mais en fait c'est le même truc, c'est juste que j'aime bien le corbeau, tu vois. The Raven King, alors ça fait écho au main antagoniste en quelque sorte, enfin l'un des antagonistes principaux. Du coup j'imagine qu'on va le développer. Ce que j'attends de ce tome, aussi de ce que j'ai lu au début, c'est que t'as déjà des petites révélations, tu vois, des révélations sur certaines dynamiques, notamment entre Andrew et son frère jumeau Aaron, parce qu'en fait genre c'est des jumeaux mais ils s'entendent pas. Ils vont pas forcément se fight entre eux, mais je sais pas, ils s'ignorent, il y a vraiment un froid entre eux. T'as une révélation dans le tome 2 qui j'ai trop envie d'approfondir. En fait moi mon côté niais veut voir que tu vois en fait ils se parlent pas et s'ignorent, mais que en eux tu vois ils ont une certaine maladresse, ils veulent se rapprocher mais ils n'y arrivent pas ou quoi, bref. Ça se peut que je me trompe totalement et que c'est pas du tout ça, que c'est Andrew il déteste à mort son frère. Je pense pas que son frère Aaron il le déteste parce que il est beaucoup plus renfermé, mais je me dis il cache des trucs, tu vois, genre je sais pas, j'ai envie de les voir copains. Ah oui, et t'as aussi leur cousin qui s'appelle Nikki. Alors Nikki à un moment il fait un truc, enfin j'aime pas quoi, tu vois, c'est hyper glauque, mais il arrive à rebondir dessus. Il a quand même un côté que je trouve touchant, c'est dans le sens où il veut voir sa famille réunie en quelque sorte. Les autres en fait ils sont très relâchés, ils s'en foutent en fait des liens qui les unissent aux autres, en tout cas c'est ce qui laisse percevoir d'eux. Mais Nikki lui il exprime son désir de vraiment unifier, de vraiment créer une cohésion au sein du groupe et au sein de sa famille biologique aussi. Et voilà, du coup d'un côté j'aime pas Nick mais en même temps il me touche. Bref, là je dois travailler, j'ai beaucoup de devoirs, c'est la session des révisions de partiel et j'ai pas encore vraiment commencé. Voilà. On est le soir, même jour, je suis en train de lire. Il y a eu un premier match du deuxième tome et du coup c'est la fin du match et je sais pas, je trouve la fin émouvante. En fait les matchs ils sont assez rushés je trouve. Enfin en même temps ça prend son temps, mais en même temps sur les moments marquants tu vois, ça prend pas beaucoup son temps, à part à la dernière action elle était trop classe. On a à la fin du match et tout, ils se retrouvent et il y a des dynamiques de personnages, c'est vraiment des petits détails, mais je le redis, c'est les petits détails qui font tout pour moi, genre c'est qui font leur charme, c'est pas lourd, mais c'est naturel et ça m'émeut. T'as Nail du coup qui s'intègre un peu de plus en plus à l'équipe déjà dans la dynamique sur le terrain
quand ils jouent et tout, et tu sens qu'ils se sentent de plus en plus impliqués. Parfois il est en mode ouais, je suis pas de leur monde en vrai, genre je dois prendre mes distances parce qu'ils me comprendront pas, je peux pas m'ouvrir à eux, du coup je dois garder cette barrière entre eux, mais en même temps le match, en fait le sport, ça permet de briser un peu ces barrières, de le laisser aller, de l'aider à se rapprocher des autres en faisant une cohésion au sein du groupe. Tu sens que ça évolue malgré lui en fait, surtout que les autres en fait ils se rendent compte de ses limites, comment l'aider pour pas qu'ils se sentent mal à l'aise ou qu'ils se sentent trop tu vois, trop méfiants. C'est un found family quoi. On n'est pas encore une famille parce qu'il y a quand même voilà, pas mal de disparités, beaucoup de choses très tendues et très tordues aussi, mais on est sur la bonne voie. Et du coup je suis contente et j'en avais les larmes aux yeux. Mon cœur il va parfois un peu fort au sujet de Andrew parce que c'est quelqu'un de super mystérieux, parce qu'il a l'air de s'en foutre complètement du match, du jeu, et il est toujours aussi sarcastique, aussi condescendant vis-à-vis de l'esprit d'équipe, mais n'empêche que parfois il fournit des efforts. C'est bizarre parce que ses actions contredisent de ouf avec ce qu'il dit, et du coup tu te dis genre le sport c'est quoi pour lui en fait, et pourquoi il fait tout ça, et c'est très intriguant, et en même temps j'adore en fait, voilà. Hey, alors on est le lendemain et je suis en train de continuer, comme vous pouvez le voir, je suis à la page 124 et je voulais juste vous partager cet extrait là. C'est pas vraiment du spoil je pense, c'est juste Neil qui se rapproche de ses coéquipiers et qui fait part en fait de son sentiment très déroutant de voir qu'il se rapproche d'eux de façon hyper naturelle. Tu sens toute sa maladresse parce qu'il est en mode je voudrais les remercier en fait de m'accepter, de passer du temps avec moi comme ça et tout, mais il sait pas comment faire. Et après il se rend compte que l'amitié c'est pas quelque chose où tu dois devoir quelque chose aux gens, et surtout que ce qu'il offre et qui lui semble pas aussi important, ça vaut de l'or pour ses coéquipiers, genre des informations sur lui pour apprendre plus à le connaître. Du coup lui il a peur en fait parce qu'il est en mode s'il se rapproche de moi, déjà il a pas du tout l'habitude, mais aussi parce qu'ils peuvent se rapprocher de plus en plus de ses secrets, et il a peur des conséquences. Et cette maladresse et cette pureté et la description de l'amitié ici, ça me foudroie, vraiment. Je me sens reconnaissante de ce genre d'extrait parce que c'est vraiment l'une des choses qui me touche le plus dans les livres. Voilà, je t'aime Neil, vraiment c'est mon enfant, du coup quand il est content, je suis content, j'ai envie de lui faire un câlin. J'ai encore des larmes aux yeux, j'adore. Non mais oui, mais là, oui, je vais juste raconter un passage vraiment anodin, enfin pas anodin, mais voilà, Neil est en train de discuter avec ses coéquipiers, et genre, à un moment il se calme, il est en mode putain là, genre qu'est-ce qui m'arrive, je suis heureux. et genre il est tellement choqué, en même temps il a peur parce qu'il se dit il peut pas se laisser aller comme ça quoi, parce qu'il sait que ça va pas durer et que de toute façon il doit maintenir cette barrière entre eux et lui, et que de toute façon ce lien va être éphémère et que s'il s'attache trop ça va faire encore plus mal par la suite, et c'est juste horrible de penser comme ça. Je suis en mode j'espère vraiment qu'il va s'ouvrir en fait aux autres à un moment donné, que les autres vont l'accepter et qu'il va se rendre compte qu'il peut être à l'aise avec les autres. Voilà, bref. Et aussi, je voulais mentionner Nicky, qui est le cousin de Aaron et Andrew. Nicky, il fait des trucs vraiment déplorables dans le tome 1. Après, voilà, s'excuse et tout. Et genre, je l'aime beaucoup dans ce tome-là parce que tu le vois détaché de sa relation avec ses cousins. Avec eux, il a quand même une relation assez toxique parce qu'il est complètement leur subalterne, tu vois. Là, en fait, quand il se détache d'eux, il est super sympa, il est super adorable, il est très supportive avec les autres, et genre j'aime trop, c'est un rayon de soleil, et du coup je suis trop contente. Il y a aussi un personnage en fait qui a vécu quelque chose de dramatique dans le tome 1, et j'ai beaucoup de peine pour elle, et j'espère vraiment qu'elle va aller mieux parce que tu sais elle est très en retrait, c'est un personnage très secondaire, mais je sais pas, son parcours là en ce moment ça m'affecte beaucoup. Ce qui est beau c'est qu'elle vit quelque chose de personnellement hyper tragique, mais sur le terrain elle est hyper admirable, et c'est un contraste qui me touche vraiment pas mal. Ah oui, et j'ai oublié d'en parler à chaque fois, mais en fait tu t'attaches aussi aux personnages, enfin à leur dynamique parfois, parce qu'ils font des choses tellement puériles, je sais pas comment dire, et j'ai trop la flemme de donner des exemples, mais il y a des moments où c'est tellement
con de leur part, ou parfois ils sont aussi insolents, genre ils ont des répliques insolentes, hyper sarcastiques, dans mon putain mais ce bad bitch et tout. Avec leur coach, pour moi c'est un peu une figure paternelle, et du coup lui il essaye pas de les contrôler, mais genre parfois il les gronder et tout, et eux mais ils sont tellement insolents, et genre ça fait trop rire, et surtout Neil, ça me fait rire parce que du coup Neil le héros, il peut être assez effacé parfois, tu vois, parce qu'il prend ses distances, mais parfois il y a son côté insolent qui ressort de façon tellement naturelle, et il y a des répliques et je suis en mode putain mais lui il veut juste se faire défoncer. Il me rappelle grave Andrew lui c'est pas étonnant parce que c'est comme ça depuis le départ, tu vois, genre je sais pas, il est même prêt à poignarder ses propres coéquipiers, mais genre littéralement avec un couteau, en fait il se ramène avec des couteaux sur lui quoi. Bref, de la part de Neil, tu vois, Neil pour moi c'est mon bébé, c'est mon enfant, tu vois, je le protégeais, mais parfois il est violent dans ses mots. Enfin c'est violent, tu vois, genre il est salty quoi, et j'adore. Voilà ma tête à la fin de ce tome, à la dernière page, dans les derniers mots. Ah mais il y a des règles. Waouh. En gros vers la fin il y a des règles sur l'exil et je savais pas. Si j'avais su. Bref, non, ça moi ça servait à rien de toute façon. Du coup j'ai fini, j'attendrai je sais pas quand pour faire le bilan parce que là il est tard, mais juste pour voir la petite larme qui persiste. Le développement des personnages dedans, t'as des révélations, t'as des évolutions de relations mais incroyables. L'évolution des relations de Neil à la fin avec les autres personnages, c'est ce que j'attendais. Je vais surligner la dernière page parce que wow, c'est trop. Et mais regardez tout ce que j'ai annoté. Je sais pas si on voit pas trop parce que c'est multicolore. Voilà, on voit. J'ai annoté tellement de choses. Voilà. J'ai hâte de vous en parler. Sans spoil évidemment. Et voilà, l'émotion. Oh oui, j'adore pleurer pour des livres. Ça. Neil, je t'aime. Neil, je t'aime. Les personnages, je les aime. Je les ai adoptés. Nikki, René, bref. Hey, alors on est le 1er décembre et la qualité est hyper dégueulasse, pas parce qu'il fait tard maintenant, mais parce qu'il fait trop tôt, parce qu'il est 7h du mat. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit à mon visage hyper... Voilà, KO. Mais je voulais vraiment faire au plus vite le bilan du tome 2, comme ça je suis débarrassée et je peux enfin lire le tome 3 parce que hier j'ai pas pu parce que j'étais rentrée tôt tard. Et du coup, je devais maintenir mon mal en patience, si comme ça ou pas, je sais pas. Voilà, je pense toujours que la plume est encore brouillonne, que le rythme est rushé. Enfin, c'est pas rushé, mais c'est que c'est très maladroit, c'est un peu haché, mais ça m'a moins dérangé parce qu'il y avait quand même des moments qui m'ont plus impacté. Il y a des phrases aussi, voilà, bon. Ça a touché mes corps sensibles, je vais y revenir tout de suite. Ce qui était addictif, c'était au niveau des développements des personnages et de leurs relations. Aussi des approfondissements des personnages en termes de révélations. Voilà, il y avait eu pas mal de surprises et j'ai beaucoup aimé apprendre plus à les connaître vraiment. Genre là, mon cœur, il s'est regorgé d'un coup d'affection en mode j'ai envie de les revoir, tu vois. Il y a toujours pas de romance sur 2 tomes sur 3, il y a toujours pas de romance, ce qui me va parfaitement de mon point de vue. Après voilà, c'est très slow burn, du coup t'as des moments un peu plus suggestifs et tout, mais la force ici, c'est la force des relations amicales, familiales, presque, qui tirent les gens, les personnages de leurs ténèbres, tu vois. Ça n'a pas pour vocation de les guérir tout de suite, mais ça a pour vocation de leur donner une autre voie, un autre chemin, de voir en fait, de les faire prendre conscience qu'il y a de l'espoir dans la vie et dans l'avenir. Et c'est quelque chose qui était très beau, surtout au niveau du personnage de Neil. Du coup j'ai passé au personnage de Neil. J'ai gardé un peu le même fonctionnement de post-it que pour le premier tome, sauf que j'ai rajouté un post-it pour Andrew parce qu'il est développé dedans. Et Andrew, c'est le 2e personnage principal. C'est quelqu'un qui est instable mentalement, qui est très difficile à cerner. Du coup il y avait pas mal de choses à en sortir de lui, et même au bout du roman, même si on a découvert pas mal de choses sur lui, je ne le comprends toujours pas trop. Voilà. Pour Neil, son évolution dans ce tome, il était tellement puissant et magnifique, et c'était ce que je voulais voir dès le début quand j'ai vu que c'était le gamin solitaire, enfermé, qui était en mode de toute façon je suis pas de leur même monde, dans 1 an je vais me barrer, même sans les prévenir en fait, parce que je dois changer d'identité. Au début il était comme ça aussi, au début de ce tome 2 il était comme ça, il était en mode je m'en fous en fait de ce qui leur arrive. Il prenait vraiment un réel détachement par rapport à ça. Et quand tu compares le début à la fin du tome 2, voilà, tu te dis l'évolution quoi. C'est une progression qui est vraiment progressive. Au niveau de sa psychologie en fait, il s'attache de plus en plus, mais sans pouvoir s'y empêcher
en étant naturel parce que les autres lui font tellement de bien et en fait il a tellement poursuivi ce désir de foyer, d'avoir des liens avec les autres même s'il le nie en fait, que les autres arrivent à briser un peu sa carapace petit à petit et vraiment il y a des passages mais incroyablement beaux et puissants. Tu te dis c'est ça en fait l'amitié, c'est que parfois tu te rends même pas compte que ça t'influe sur toi. Peu importe si t'as des traumas ou quoi, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui peuvent percer ta carapace, qui peuvent se rapprocher de toi de façon tellement naturelle, tu vois, sans essayer d'enfreindre ton intimité de façon forcée ou de façon, tu vois, un peu grossier, mais juste, par exemple, en apprenant à te connaître dans tes petites habitudes, dans tes goûts personnels, qui te sont banals, mais en fait qui forgent ton identité, t'es en mode, waouh, il commence à m'accepter comme je suis petit à petit, et c'est quelque chose que tu retrouves chez Neil, et c'était tellement beau. Et ce qui est beau aussi, c'est que, de base, il est toujours sur ses gardes, il essaie toujours d'éviter le contact des autres et tout, mais là il se relâche petit à petit et le contact des autres le fait moins tressaillir ou le choque moins et tout, le rebute moins, et voilà, c'est vraiment des petits détails, vraiment ça vient dans les petits détails aussi, parfois c'est pas des détails mais parfois c'est des détails et ça me fait trop craquer. Voilà, bref. Au niveau de sa psychologie, petite mention aussi aux psychologies face à sa mère et même à ses parents. Il s'est dit que la voie que sa mère et son père ont emprunté, le fait qu'ils étaient toxiques, tu vois. En fait, pour sa mère, c'est très compliqué parce que sa mère était vraiment toxique. Mais en même temps, comme elle est morte, en fait, il lui manque. Et il y a aussi, autour des autres personnages, le manque d'attache familiale, en fait. Et c'est très fort. Peu importe si ta famille était toxique, il te manque. Et c'est quelque chose qui était très fort. Tu te sens que, voilà, ils sont tellement jeunes et qu'ils ont besoin de ce genre de figure parentale, de soutien sur lesquels s'appuyer. Et ça renforce encore plus ce thème de found family parce que ils ont peut-être perdu leur famille biologique, mais là ils sont en train d'en construire une nouvelle. Ah, je pleurais. Voilà, ça m'a vraiment réveillée là parce que ça faisait que 30 minutes que j'étais réveillée, j'étais KO. Là, je suis énergique pour déballer mon amour de tout mon cœur. Du coup, voilà, en fait, il s'est dit, bon, mon père c'est quelqu'un de mauvais, ma mère, bon, elle était pas tip top aussi dans sa vie, mais du coup, ça va peut-être m'influencer sur moi. Et en fait, il va se détacher de cette idée que c'est biologique, que c'est héréditaire, en quelque sorte le mal de ses parents, pour forger sa propre identité. En faisant quoi? En protégeant les autres à son tour, en fait, en se liant aux autres de façon saine. Il va apprendre à penser pas juste en moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Voilà, non, en fait, il va apprendre à penser en nous. Nous allons gagner, nous allons nous battre, nous allons nous venger, et c'était trop beau. Et voilà, après il y a aussi des moments encore plus attachants comme ces moments sarcastiques. En fait, ce gars, c'est un putain de... Je sais pas, en fait, il a des pulsions un peu suicidaires parfois parce qu'il provoque les gens qu'il faut pas provoquer. Mais c'est plus fort que lui et c'est trop drôle pour moi. Et aussi, il a des moments trop purs parce que du coup, il apprend à reconnecter avec les autres. Par exemple, un moment, on lui donne un portable et lui, jusqu'ici, un portable, c'était un signe de survie, tu vois, c'était pour être en contact avec sa mère pour les cas de nécessité s'ils en venaient à être séparés. Et là, le portable, ça devient un outil pour lui pour juste échanger des conversations banales et tout. Et tu sais, au début, il est en mode, oh, mais c'est bizarre, normalement, les portables, c'est pour les trucs nécessaires, pourquoi mes coéquipiers ils m'envoient des messages qui servent à rien, gna gna gna, genre des emojis, et on dirait vraiment un papy bourru qui découvre la technologie et tout, et c'est trop pur, et vraiment on dirait un gamin aussi qui se fait ses premiers potes dans la cour de récré. Bref, voilà, il y a des moments vraiment trop purs. Ensuite, on a les autres personnages qui sont développés à travers des révélations, des backstories et tout, notamment par exemple on a Aaron qui est le frère très mystérieux aussi à sa façon, le frère jumeau de Andrew. Aaron il dévoile pourquoi avec Andrew ils sont tellement distants alors qu'ils sont jumeaux, et c'est des révélations qui vont... c'est assez costaud quoi, t'es en mode ok. Mon hypothèse c'était qu'ils sont très distants mais il y a un lien, genre ils s'aiment quand même mais c'est difficile parce qu'ils sont tous les deux messed up et tout. Je dirais pas si ma théorie est juste mais il y a un peu de ça, il y a un peu d'autre chose, c'est très compliqué. On apprend à connaître Renée, je sais pas comment dire, Renée, bref, qui est une des coéquipières féminines. Neil il avait super peur d'elle parce que il a trouvé trop gentille et trop parfaite, tu vois, enfin il sentait qu'elle cachait quelque chose et en effet elle cache des choses mais sa façade pour moi n'est pas une façade, en fait c'est vraiment elle, et en fait elle est juste trop gentille. Elle a aussi une amitié un peu bizarre avec Andrew, tu vois, et j'aime trop. Et en fait Renée pour moi c'est une queen parce que elle est douce, elle respecte vraiment les autres, elle est super patiente, elle dégage quelque chose de rassurant et en même temps elle est badass à sa façon, vraiment, tu vois, genre c'est sa douceur n'empêche pas qu'elle est badass, je sais pas comment dire, mais bref je vous laisse découvrir, mais je l'adore, pour moi c'est ma queen. Il y a Nikki qui est le
cousin de Aaron et Andrew, et lui c'est un rayon de soleil, c'est ouf parce que au début, enfin dans le tome 1 je le détestais, et là je veux trop protéger parce que en fait il montre et exprime son désir d'essayer de faire une cohésion, tu sais, de vraiment créer un foyer. C'est lui-même qui dit qu'on est une famille. Comme Neil, tu sens qu'il est soumis à une autorité toxique dont il a du mal à se détacher parce qu'il a toujours espoir qu'il va pouvoir revenir, tu sais, qu'il va pouvoir réparer ses liens avec ses parents, et c'est tellement dur à assister. Mon seul regret avec lui, c'est que j'aurais voulu qu'il contrebalance un peu avec la folie de Andrew, avec l'extrême de Andrew, la solitude de ses cousins, parce qu'il n'influence pas vraiment, tu vois, et il cède, il est assez soumis à l'autorité toxique pour moi d'Andrew. Du coup c'est dommage. T'as Wymack qui est le coach, qui est la figure parentale bourrue et tout, et je l'ai beaucoup aimé, même si là il est très en retrait à part la fin de ce tome où waouh, juste waouh. Et t'as l'antagoniste qui prend plus sa scène, qui est Rico, qui est dans une équipe adverse, qui est dans la plus grande équipe de sport, et c'est un malade mental, voilà. C'est un psychopathe, il fait des choses, t'es en mode ok, je vais te défoncer. C'est mon nouvel ennemi dans la vie, c'est mon nouveau punching ball idéal. Au niveau de Andrew, on découvre des trucs qui sont passés, il y a des scènes, ça mérite des trigger warnings. Je mettrai des trigger warnings, je pense, dans la barre de description. Il est toujours aussi opaque, mais on découvre petit à petit. Il se rapproche de Neil. On voit un peu son rapport par rapport au sport. On comprend, en fait, on voit pourquoi il est là, pourquoi. Genre, il dit que le sport, ce sport-là, il aime pas forcément, il s'ennuie, mais pourquoi il donne autant d'efforts parfois. On sent aussi cette espèce de solitude qui met pas forcément en avant, mais que c'est deviné par les autres, surtout par Neil, parce qu'on est du point de vue de Neil, qui arrive à comprendre Andrew, tu vois, qui arrive un peu à deviner ses émotions, mais Andrew, lui, il cache tout derrière son sourire dément. T'es pas sûr forcément des hypothèses de Neil, mais t'essaies de te dépatouiller avec lui, tu vois, de sortir un peu de cette marée qui compose la psychologie de Andrew. Et Andrew, c'est quelqu'un qui est complexe parce que en fait il est instable mentalement, mais tu sens que c'est un soutien inébranlable pour ceux qu'il a promis de protéger, et c'est quelque chose qui est très fort et qui est très charismatique évidemment aussi. Tu découvres aussi ses blessures, en quelque sorte ses blessures psychologiques. Tu sens que lui aussi il a besoin d'un soutien, mais qu'il a pas toujours trouvé, et c'est ça en fait que du coup j'ai deviné comme force de Andrew. Il y a mon nez qui est en train de se boucher, qui est en train de gâcher le moment d'émotion. Il y a personne qui le fait 100% confiance, tu vois. Genre on le traite comme quelqu'un qui peut exploser à tout moment, qui est imprévisible, et en même temps, bah oui c'est vrai, même quand il parle, même quand il essaye de, je sais pas, exprimer ses choix, même de façon un peu objective, tu vois, il va pas rendre ça personnel, du coup les gens, voilà, il écoute pas trop. Mais même quand il essaie de s'exprimer, on l'écoute pas forcément, on lui fait pas forcément confiance. Mais en fait, ce qui est une force, c'est que même si il a personne sur qui compter H24, lui, il est quelqu'un sur qui on peut compter H24 pour le protéger. Parce qu'il aurait pu tellement s'en battre les reins si par exemple Kevin était venu lui demander de l'aide ou quoi. Genre Andrew, il aurait pu être en mode bah démerde-toi parce que moi je me démerde tout seul. Il protège les autres de façon hyper glauque parfois, tu vois. Il va aux extrêmes. Mais t'es en mode ouais, en fait, dans un monde comme ça, ça montre aussi son impuissance, c'est très moralement gris. Pour moi, dans son intention, c'est de protéger les gens, et en fait, il va pas forcément attendre quelque chose en retour. Enfin, si, il attend quelque chose en retour, peut-être, tu vois, d'un point de vue personnel, mais il va pas l'exprimer explicitement. Et il va toujours le cacher derrière une nonchalance que tu creuses petit à petit. Au niveau des relations, alors du coup on a un rapprochement fort de la part de Neil qui apprend plus à les connaître, qui s'adoucit un peu plus, qui se relâche un peu plus. Par exemple, il se rapproche des autres, par exemple de René, parce que du coup il commence à discuter avec elle, il surpasse son antipathie, sa méfiance extrême envers elle, et vraiment genre j'adore leur relation, vraiment c'est pas beaucoup développé mais c'est développé et juste j'adore. Avec Kevin aussi, Kevin qui voilà, je vous renvoie au tome 1, mais il admire toujours aussi Kevin, je trouve qu'il idéalise un peu, mais il se rapproche de plus en plus de lui, il se place de plus en plus sur un pied, c'est horrible mon nez qui se bouge là, il se rapproche de plus en plus de Kevin sur un pied d'égalité, tu vois, et ils se battent vraiment côte à côte, c'est pas genre Neil qui se bat pour Kevin, c'est Neil qui se bat aux côtés de Kevin, parce que voilà, il y a des révélations entre eux qui sont et tout, du coup c'est trop cool, c'est trop mignon. T'as Wymack qui est du coup le coach, la fin, juste la fin, l'évolution des discussions, des conversations entre Wymack et Neil tout au long, incroyable, merci Wymack, merci Neil aussi d'avoir eu le courage de
d'être vulnérable avec Nikki qui est le cousin, et c'est vraiment genre la relation, c'est le grumpy et le sunshine et tout, c'est trop mignon parce que Nikki c'est vraiment le mec qui adore faire des câlins, qui est super tactile, super affectueux ouvertement, et Neil c'est le mec un peu plus renfermé, du coup c'est trop mignon. Andrew, voilà, c'est avec lui que va être la romance, et en fait c'est un rapprochement hyper subtil, tu sens que Neil se rapproche mentalement parce qu'il commence à comprendre Andrew, mais il fait quand même des erreurs, tu vois, il n'est pas forcément encore le soutien sur lequel Andrew peut s'appuyer, mais je trouve que les nuances et complexités, les difficultés qui sont à mener leur relation de façon aussi lente, en fait ça rend leur relation beaucoup plus réaliste. Après je sais pas encore si c'est encore suffisant pour la romance, on verra dans le tome 3 comment ça se développe. Après moi ce que j'adore c'est que en fait Neil il s'ouvre pas juste à cause de la romance, parce que là il n'y a pas de romance, mais il commence à s'ouvrir, il s'ouvre grâce à l'amitié, à la famille, parce que en général il y a pas mal dans des romances où la romance ça compte plus que tout, et en fait moi c'est ça que j'ai peur, c'est que quand il y aura une romance qui va se concrétiser pour Neil et Andrew, Neil il se concentre sur Andrew, il est en mode c'est la personne que je préfère le plus au monde, c'est mon âme sœur, je sais pas quoi, et ça devient hyper niais, et qu'il néglige un peu ses autres amitiés et familles, alors que les amitiés et cette famille-là, c'est un peu les étapes hyper importantes pour mener à son épanouissement personnel. Voilà, j'ai peur que ça néglige un peu l'amitié et la famille dans le tome 3, mais j'espère que non. Mais en tout cas dans le tome 2 c'était hyper puissant, vraiment à la fin, j'ai pleuré à la fin, c'était trop beau, il y a des moments incroyables. Et enfin au niveau du sport, du coup on a des matchs, on a un grand match je crois seulement. Le sport en fait ça leur permet de nourrir leur esprit de revanche, leur esprit de compétition et surtout leur ambition pour l'avenir. Neil il apprend à penser en équipe, à se dire on veut cette victoire, en fait il veut partager cette victoire, ces moments avec son équipe, et c'est quelque chose qui est très fort parce que du coup il se rattache à eux et il pense moins à fuir. J'ai pas mentionné un truc alors que c'est hyper important, qu'on mentionne souvent avec cette saga, c'est qu'il y a des moments pas mal violents, vraiment il y a des meurtres, il y a des agressions de toutes les sortes. Après je trouve que c'est un peu survolé, du coup tu t'attardes pas trop. Je suis trop contente d'avoir acheté cette saga parce que voilà, je pense pas que le tome 3 ça me fait regretter, si alors à part si c'est vraiment vraiment mauvais, mais regardez tout ce que j'ai annoté quoi, tu vois, genre voilà, bref, j'avais tellement de choses à dire. Hey, on est le 4, non pas le 4 août, on est le 3 décembre et je vais clore ce vlog là et en faire une partie 2 une autre fois parce que je me suis rendu compte que dans le vlog j'en profitais pour ne pas parler que de la saga, mais aussi voilà de mettre des petits trucs du quotidien. Évidemment je vais essentiellement présenter le tome 3 de la saga All for the Game, mais tout ça dans une deuxième partie dans un autre vlog parce que là sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie, que ça vous a donné peut-être envie, que ça a au moins suscité votre curiosité à propos de cette saga là, et parce que je crois qu'elles ont réédité le premier tome en français avec une couverture magnifique. Si ça vous tente, moi je vous conseille, même si c'est très mal écrit, mais je vous conseille quand même. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin malgré la qualité dégueulasse. Dans le prochain vlog, j'espère, peut-être.